Bien, bonjour à tous, je ne vais pas croiser. Je vais commencer par remercier le cercle aquariophile, Sylvain, personnellement, pour m'avoir invité. C'est une grande fierté pour moi, sur le plan personnel d'abord. C'est une région aquariophile où on leur revient un peu tous depuis le sud. Moi, je parle en mon nom et en mon père aussi, avec Jean, que peut-être que certains connaissent. Je suis venu une fois dans le coin, alors c'était pas la bourse de Nancy, je me suis fait entendre dire, mais pour le congrès AFC que nous on a appelé Nancy, mais qui n'était pas à Nancy visiblement, avec l'école vétérinaire, le club aquatique de l'école vétérinaire il y a quelques années. Et donc là, c'est la deuxième fois que je viens. Également une fierté de présenter ce que je vais vous présenter au cœur de l'aquarium, de Nancy. Voilà, je vous remercie déjà pour votre présence. Je vais rapidement vous présenter. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la partie professionnelle de la passion pour les poissons. La partie personnelle, rapidement, au sein de mon cursus vétérinaire. Donc tout d'abord, moi, comme je vous disais, je suis né dedans, je suis tombé dedans quand j'étais petit. L'aquariophilie d'eau douce essentiellement, et puis plein d'autres points, la plongée, la pêche un petit peu. Voilà, les poissons, on va dire, chez les Blancs, c'est une affaire de famille, de père en fils, depuis au moins 3 générations. Au sein de. Donc j'ai réussi à intégrer une école vétérinaire. Au sein de mon cursus à Toulouse, j'ai pu m'investir et récupérer un club qui existait déjà, le club aquariophile de l'ENVT, l'École nationale vétérinaire de Toulouse. Là j'illustre un petit peu, c'est des captures de la page Facebook du club, vous pouvez aller jeter un coup d'œil, qui n'est plus trop actif en ce moment, mais à une époque qui a été extrêmement actif, où on élevait énormément de poissons, uniquement de l'eau douce, un peu tout, de la sélection, de poissons rares, plus communs, on a fait vraiment un peu touche à tout. Avec une bande de copains qui sont tous maintenant vétérinaires. Et on est venu effectivement ici pour le congrès AFC vendre nos reproductions du club aquariophile. Suite à mes études vétérinaires, moi je me suis vraiment tout de suite orienté vers les animaux exotiques, avec toujours un intérêt personnel pour les poissons bien évidemment, et j'ai pu soutenir une thèse de docteur vétérinaire dans ce domaine, puisque j'ai soutenu une thèse dont le titre vous l'avez ici, donc c'est une médecine des poissons d'aquarium et place du vétérinaire dans son développement en France. Ce document est composé entre guillemets de 3 parties. Mon travail est composé en 3 parties. Une partie bibliographique où j'ai pu par ce biais me former en faisant des recherches bibliographiques dans un peu tous les pays dans le domaine de la médecine des poissons d'aquarium, ce qui m'a permis d'avoir les bases théoriques. J'ai pu aussi développer une partie pratique au sein de la clinique du secteur NAC de l'école vétérinaire Toulouse, avec mon maître de thèse Guillaume Leloc. Et ensuite, la 3e partie, c'est une sorte d'état des lieux de la situation de la médecine des poissons d'aquarium en France, qui s'est manifesté par une sorte de questionnaire qui a été, peut-être que vous avez vu passer, envoyé aux aquariophiles, envoyé aux vétérinaires NAC, j'ai ciblé quand même, et envoyé aussi aux vendeurs d'animalerie, pour essayer de faire un peu un état des lieux, des visions de chacun, des besoins de chacun et de ce qu'on pouvait éventuellement imaginer comme collaboration. Voilà pour la partie études. Ensuite, en sortie d'école, j'ai fait ce qu'on appelle un internat privé, dans notre jargon, une année de formation intensive en animaux exotiques. C'est le domaine qui m'a le plus intéressé par sa diversité. Déjà sur le plan personnel, parce que j'ai une grande curiosité pour le monde animal en général. Et puis techniquement, sur le plan vétérinaire, c'est un milieu qui est beaucoup plus diversifié, où les vétérinaires ont plus l'habitude de s'adapter et de faire des parallèles avec des choses dont on n'a pas des données scientifiques très précises. Et tout ce que j'ai pu apprendre durant cette année très intense,
j'ai pu l'appliquer et je l'applique quotidiennement dans mon travail que je vais vous présenter maintenant. Durant cette année d'internat que j'ai réalisé à Bordeaux à la clinique Exotica, j'ai pu faire un petit peu de poisson. Alors, bon, en moyenne, j'en ai eu un par mois, poisson axolote, parce que la clinique ne faisait pas de poisson. Donc, je suis arrivé après quelques années où l'information avait circulé qu'on ne faisait pas de poisson. Mais il y avait quand même des gens qui ont fini par rappeler et j'ai fait quelques interventions assez basiques, mais qui m'ont conforté encore dans l'idée de me spécialiser dans le domaine de la prise en charge des poissons comme un art. C'est un peu le résumé de l'idée, le résumé de la conférence, et pour vous montrer un petit peu une autre approche de la médecine des poissons que celle qu'on peut voir jusqu'à maintenant ou qu'on peut voir ailleurs. Ensuite, j'ai travaillé presque 4 ans, 3 ans et demi, dans un cabinet d'aquaculture à côté de Toulouse, où j'ai fait de la production de l'aquaculture en tant que vétérinaire. Mais j'ai pu aussi faire un petit peu de développement de la médecine normalement, notamment au travers d'un service que j'avais développé, peut-être vous l'avez vu passer, c'était Vétornement, parce que le cabinet s'appelait Vétro. J'ai pu faire des interventions assez diversifiées, alors j'ai pris un peu des photos pour illustrer tout ça, mais qui vont d'interventions à domicile chez des particuliers, par exemple ici pour des raies, interventions sur des bassins bien évidemment, sur des gros poissons en aquarium, un peu de production, là par exemple c'est un chantier de prise de sang sur des bars pour le suivi sur des géniteurs. Et puis des interventions un petit peu plus originales, là c'est de la pêche, donc un petit clin d'œil avec le côté aquariophile, l'expédition, de la pêche à l'épervier pour faire des prélèvements sur des carpes qui mouraient sur un étang en ville, à la demande d'une mairie. Voilà, donc c'est un petit peu ce que j'ai fait depuis 3 ans et demi. Et récemment, j'ai monté une activité, c'est tout récent, ça date de 2023, qui s'appelle Aquadocteur. Et j'essaye je travaille à plein temps en tant que vétérinaire, poisson, animaux aquatiques, et donc c'est un peu le descriptif que vous avez déjà lu sur la page Facebook. L'idée donc de la conférence, et quand j'ai été invité, j'ai réfléchi pas mal au thème. Alors, c'était difficile d'aborder comment vous présenter tout ça de manière générale pour intéresser tout le monde, sans être trop académique, sans être trop précis, trop technique, mais tout en restant quand même intéressant pour tout le monde. Donc, j'ai fait le choix de vous présenter une série de cas cliniques, cas pratiques, de l'exemple en fait, de prise en charge, qui permettent dans leur ensemble déjà de contenter, je pense, un peu l'intérêt de tout le monde en termes de domaine, de montrer un peu la diversité du monde des poissons, parce qu'on a souvent tendance à être très réducteur quand on dit vétérinaire poisson, mais c'est hyper diversifié. Les poissons, de toute façon, c'est très très diversifié. Et surtout que je ne fais pas que les poissons, donc c'est les animaux aquatiques. L'idée aussi, c'était de vous montrer une diversité de prise en charge à la manière dont je le conçois, c'est-à-dire de prise en charge de poissons, comme on prendrait en charge les autres poissons. Le modèle, vous l'avez vu sur mon parcours, c'est le modèle de la médecine des NAC, les nouveaux animaux de compagnie, les animaux exotiques. C'est un peu l'idée que je vais vous présenter au sein de ces différents exemples. Il n'y aura pas que ça dans les différents exemples, et ce n'est pas l'unique vision que j'ai de la médecine des poissons, loin de là. C'est pas une sommation à penser de la même manière et à absolument soigner un poisson tel qu'on soigne un chat, un chien ou un serpent. L'idée c'est de vous montrer, d'illustrer que c'est possible, qu'on peut l'appréhender comme ça, et après chacun choisit un petit peu comment il gère ces animaux. Donc la série de cas pratiques cliniques, il y en a 8. Qui sont listés ici. On va parler d'eau de mer, on va parler de poissons de sélection, de poissons plus sauvages, d'eau douce, d'axolotes, amphibiens entre guillemets plus considérés comme des NAC, de poissons de compagnie au sens propre, tels que les poissons rouges,
de poissons de mer de chez nous, de Méditerranée, pardon, mais de France, et de choses un petit peu plus spécifiques comme les problèmes de tumeurs chez les poissons qui sont beaucoup plus fréquents que ce qu'on peut imaginer. Le premier cas, c'est la murène léopard. Ça, c'est un cas que j'ai eu à gérer au début de mes interventions à domicile. C'était une des premières fois que je suis intervenu à domicile chez quelqu'un pour soigner un poisson. C'était près de Toulouse. Quelqu'un qui avait cette murène vraiment comme un animal de compagnie. J'ai mis ces photos un petit peu pour illustrer, mais c'est un animal qui pouvait caresser, qui pouvait sortir de l'eau. Il y avait un relationnel très particulier avec l'animal. Dans un bac qu'on appelle fichonnier, il n'y avait que des poissons. J'ai appris qu'il y avait d'autres poissons en arrivant sur site. Ça ne m'a pas été présenté. Le discours, en fait, enfin, le motif d'appel, c'est ma murène, elle ne mange plus depuis 8 mois. Donc moi, quand je suis arrivé, je m'attendais à trouver un animal squelettique posé au fond. Puis finalement, c'est pas si mal. Elle n'est pas si maigre. Moi, je la trouve même très belle pour une murène de captivité. C'est pas si souvent. Après, il m'a montré des photos de 8 mois avant. En fait, elle était totalement obèse, 8 mois avant, et là, elle n'était pas si mal. Mais ça faisait quand même 8 mois qu'elle ne mangeait pas. Donc, problème. L'autre descriptif qu'il y avait, c'est un poisson qui prenait en bouche les proies, qui les mâchait une fois, 2 fois, qui essayait de les avaler, puis qui régurgitait quelques minutes après. Même en lui donnant des proies friandises qu'elle appréciait particulièrement, même en variant. Il avait même essayé avec du vivant, même si c'est un animal qui ne chasse pas de proies vivantes. Dans ce bac, il y avait des demoiselles, des clowns, a priori, en tout cas cet individu ne touchait vraiment pas aux proies vivantes. Il avait tout essayé, mais vraiment, elle ne prenait pas. Puis, ça l'empêchait de dormir depuis 8 mois. Donc moi, en arrivant, je m'étais imaginé un peu la prise en charge. Alors à cette époque, j'avais pas d'échographe, j'avais pas d'appareil radio. Donc la première étape, ça a été de faire un examen clinique, comme on fait pour n'importe quel animal. N'importe quel avec des grandes dents. Donc pour pouvoir manipuler, même si le propriétaire m'a répété 10 fois qu'elle ne mordait jamais et que je ne risquais rien, la première étape, ça a été d'endormir. Là, sur les images que vous avez, l'animal est endormi. Manipuler une murène comme ça, non endormie, c'est impossible. On ne peut pas la tenir. C'est un animal qui s'enroule sur lui-même, qui fait une espèce de nœud, qui va faire pression, on ne peut pas, assez gluant, on n'arrive pas à les tenir, puis elle risque de se blesser. Sous anesthésie, ça permet donc de la sécurité pour soi-même, la sécurité pour l'animal, et ça permet aussi de pouvoir faire un examen complet. Notamment, moi, ce que je voulais voir, c'est la mâchoire et la mâchoire pharyngienne. Les murènes ont une deuxième mâchoire dans la gorge, qui leur permet en fait de tirer la nourriture au fond de leur gosier, de pouvoir manger des grosses proies. Les serpents, par exemple, se dilatent pour avaler une grosse proie. Les murènes n'ont pas la capacité de le faire au niveau de la mâchoire. Mais par contre, ils ont une deuxième bouche, c'est vraiment alien, qui a des dents, et qui sort, et qui attrape, et qui rentre dans l'estomac, enfin qui fait passer derrière. C'est un organe très complexe, qui est une deuxième mâchoire, avec des muscles, avec des articulations, avec des ligaments, tendons. Et du coup, on peut imaginer, même si ça ne se voit pas à l'extérieur, qu'il puisse y avoir tout ce qu'on peut avoir sur un problème articulaire, donc fracture, entorse, déchirure. Voilà. Donc l'idée c'était d'examiner ça. Alors moi, la manipulation, palpation, j'ai extériorisé cette mâchoire, j'ai rien vu d'anormal. Donc a priori, en tout cas pas de corps étranger, pas de morceaux de quoi que ce soit, et puis la mâchoire avait l'air tout à fait mobile. Donc j'ai exclu cette hypothèse. Donc je me retrouvais un petit peu limité dans l'examen de l'animal, parce qu'il aurait fallu du coup passer à un examen par radio. Sauf que il y avait d'autres poissons, donc le propriétaire ne l'avait pas mentionné, mais j'ai remarqué assez vite que l'état des poissons n'était pas terrible. Je ne sais pas si vous avez l'habitude, si vous avez visité l'aquarium, il y en a un d'Imperator, il n'a pas trop ses couleurs à l'aquarium. Et puis les autres poissons n'étaient pas en forme. Je ne sais
le nom, mais la petite demoiselle, là, elle avait des lésions sur le corps, manque d'écailles, du mucus. L'arotron, il était posé dans un coin, il nageait pas. Mais la personne était tellement obnubilée par la murène que c'est vraiment pas un point qui m'a été soulevé avant d'y aller. Et puis dans un bac entre guillemets hôpital, il y avait d'autres poissons, dont un mort quand je suis arrivé, des poissons limes. Et puis là, j'ai commencé à voir un peu l'origine du problème. Ils étaient couverts de points blancs. Donc, sur cette photo, on les voit bien. Celui-là, c'est l'individu qui était mort. Donc c'est des points blancs marins. Enfin, ça ressemble beaucoup à une observation visuelle du point blanc marin à un stade hyper avancé pour ces poissons-là. Alors sur les autres, visuellement, on ne voyait rien, ce que je vous ai montré en photo avant. Donc j'ai commencé à cibler un petit peu plus sur ces poissons, notamment sur l'impérator, que j'ai aussi endormi, et à qui j'ai fait des prélèvements de raclage cutané, simplement, et observation au microscope. Donc au microscope, en vidéo, ça donne ça. Et ça, c'est des images typiques du parasite cilié qui constitue la maladie des points blancs marins, c'est Cryptocaryon irritans. Au niveau de la suite, je vais exporter un petit peu parce que en fait, j'ai rien pu faire de plus en termes d'intervention. Mais vu la gravité des symptômes, on a traité pour les points blancs. L'avantage, c'est que c'était un fish only, donc pas d'invertébrés, pas de souci pour les traitements. Le traitement qu'on a mis en place, c'était au cuivre, sauf pour les poissons très touchés, où là, j'ai mis en place un autre traitement, un bac hôpital plus pointu, parce qu'ils étaient vraiment à un stade très avancé. On a réussi à en sauver un des deux, pas les deux. L'impérator est décédé, mais après coup. Je ne sais pas le lien de cause à effet, mais pendant un moment, ça l'a amélioré. Et la murène s'est remise à manger comme avant, assez rapidement. Mon hypothèse, c'est que la murène a une peau très particulière et qu'elle n'est pas sensible au point blanc en termes au niveau cutané, mais je pense qu'au niveau branchial et au niveau de la gorge, elle doit être sensible au point blanc, et je pense qu'elle a été affectée par les points blancs. Ça explique un peu ce comportement de prise alimentaire, d'essayer d'avaler, puis de recracher comme si ça la brûlait. J'ai pas pu faire de prélèvement à l'intérieur à cause des dents, aussi parce que si vous connaissez l'anatomie d'une murène, on n'a pas accès aux branchies, c'est juste des trous, un petit tuyau là. Et donc le seul moyen de faire un prélèvement sur ce type d'animaux au niveau des branchies, c'est par endoscopie. Et à cette époque, je n'avais pas d'endoscope. Voilà un peu pour l'histoire de la murène léopard à point blanc. On change de biotope, hein, pour le coup, on passe sur de la sélection et puis de l'eau douce, très douce, avec les élevages de discus, qui font partie intégrante de mon domaine d'expertise et des demandes que je peux avoir. Alors la petite blague au flageolet, c'est parce que bon, on était vers Toulouse et on a un appel pour... oui, c'est quelqu'un qui m'appelle de Castelnaudary, donc le pays du cassoulet, et il a des discussions avec les flageolets. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, la secrétaire était un peu perdue. C'est le motif, les flagellés, c'est le motif d'appel principal. On a bien rigolé sur le moment. Donc, motif d'appel, hypothèse de parasitisme chez un éleveur. Quelqu'un qui élève, pas professionnel, hein, mais quelqu'un qui a une dynamique d'élevage de discus pour de la reproduction et éventuellement de la vente ou de la sélection. C'est un milieu très particulier, le discus, parce que c'est un milieu où les aquariophiles ont accepté la notion de maladie, de parasite et voire de diagnostic. Mais le problème, c'est qu'il y a peu de données bibliographiques claires et il y a beaucoup de grosses confusions. Typiquement, moi, souvent, on m'appelle pour des flagellés, puis après, on me dit qu'il faut qu'on vermifuge le poisson, puis après, on me parle de vers digestif. Donc, il y a des grosses confusions, parce que les flagellés, c'est des organismes unicellulaires, c'est unicellules avec un ou plusieurs flagelles. Donc c'est des petits organismes, et les vers, c'est des vers, des nématodes, des vers plats, après il y a plein d'espèces. Mais en termes de traitement, ça va tout changer. Si vous voulez tuer un micro-organisme de type flagellé, vous n'allez pas utiliser les mêmes molécules que si vous voulez tuer des vers.
Donc déjà d'entrée de jeu, c'est compliqué parce que les éleveurs ont des réflexes. Alors souvent, c'est parce que le premier rapport, c'est souvent un désir d'avoir des produits qui sont non disponibles en commerce et soumis à l'ordonnance. Mais il y a des raccourcis et des parallèles basés sur des symptômes. Donc là, au niveau symptômes, c'était des poissons qui étaient très amaigris, qui faisaient des selles qu'on appelle mucoïdes, des selles gélatineuses blanches, peut-être que vous connaissez, que vous avez déjà vu. Donc symptômes de verre. Alors c'est compliqué parce que c'est des symptômes qui ne sont pas du tout spécifiques. Un amaigrissement, c'est un amaigrissement. Quelqu'un qui est maigre, ou un chien qui est maigre, votre vétérinaire ne va pas vous dire « Ah, il est maigre, donc il a ça ». Ça ne marche pas comme ça. Mais en poisson, malheureusement, il y a des parallèles qui sont faits de ce côté-là. Pareil pour les selles gélatineuses, souvent on relie directement le fait de faire des selles, le terme technique c'est mucoïde, à des flagellés pour les gens qui connaissent ces parasites-là. Mais en fait, c'est simplement un symptôme d'irritation digestive. Donc l'irritation, elle peut être due à des flagellés, ça c'est sûr, mais elle peut être due à plein d'autres choses. Et elle peut être due à un pic d'ammoniac qui brûlerait le système digestif, elle peut être due à un aliment qui n'est pas bon, qui est indigeste, elle peut être due à d'autres parasites. Donc c'est assez compliqué à partir juste d'un symptôme, et c'est même pas compliqué, c'est totalement impossible d'identifier la maladie. Chez les discus, il y a un autre problème, c'est qu'il y a énormément de parasites différents. Pour vous donner une idée, mon record actuel, c'est un animal sur lequel j'ai isolé 13 espèces de parasites différentes, de vrais parasites, hein, de choses qui affectent un animal. Donc, j'ai déjà eu un discus sur lequel j'ai isolé 13 espèces différentes de parasites. Donc à partir de là, si vous faites l'équation entre tous les traitements qui existent, les différents parasites, à quel point ils se combinent les uns aux autres pour faire tel ou tel symptôme et atteindre l'animal, à partir simplement de il est maigre ou il fait des selles blanches, c'est impossible. Donc quand on a la possibilité et des gens demandeurs, on passe à la deuxième étape, c'est le diagnostic. Alors le diagnostic, dans un premier temps, on va essayer de le faire sans tuer le poisson. Surtout sur des géniteurs, par exemple, des discus de haute valeur, on va essayer de faire des prélèvements sans tuer le poisson. Comme on fait sur un acte ou un chien. Voilà. Les principaux prélèvements, ça va être des raclages cutanés. Ça va être aussi des prélèvements branchiaux. Pourquoi? Pour la recherche des vers des branchies, que peut-être vous connaissez. Ces prélèvements de branchies, pour les faire correctement, je reviens sur le point de l'anesthésie. Pour pouvoir prélever correctement sans abîmer le poisson et sans qu'il se débatte et qu'il se blesse et qu'il stresse, la manière la plus adéquate, c'est de l'endormir. Donc c'est plus une sédation, mais le produit est dans l'eau du seau, là, dessous, et il est dilué, le poisson va s'endormir. Le gros avantage, c'est que le prélèvement se fait proprement. Là, c'est vraiment une biopsie de branchie, donc je prends un morceau de branchie pour pouvoir l'observer correctement et avoir un échantillonnage le plus large possible de ce qui se passe au niveau des branchies. L'avantage, c'est que le poisson ne ressent rien, et puis une fois qu'il se réveille, il ne se rappelle même plus que vous l'avez manipulé. Donc en termes de stress, c'est beaucoup moins impactant pour le poisson, parce que vous le relâchez dans l'aquarium, il ne sait plus trop où il est, puis il voit les bottes nager, il repart nager avec, des fois on donne à manger 10 minutes après, il mange. Tandis que si vous manipulez de force un poisson pour pouvoir lui faire un prélèvement, en général, pendant quelques heures, il va faire la tronche. Voilà, c'est un peu l'idée de l'anesthésie. Au niveau de l'intervention, comme je vous disais, mon activité elle se passe en itinérance. Là, c'est sur la table de la cuisine, enfin, en tout cas, c'est chez quelqu'un, avec un microscope. On observe directement, ça c'est important, il faut les lire très vite, les prélèvements faits au niveau des branchies. Au niveau de ces prélèvements, on peut trouver par exemple ça. Donc ça c'est des morceaux de mucus branchiaux et il y a une bestiole qui gigote dans tous les sens, qui est en l'occurrence un ver de la peau et pas des branchies, qui a été isolé sur des branchies. Peut-être que certains connaissent ces maladies-là, on parle souvent des vers de la peau, des vers des branchies. C'est une idée générale, mais on peut trouver des vers des branchies sur la peau et des vers de la peau sur les branchies. Voilà. Les noms scientifiques de ces parasites, c'est Gyrodactylus et Dactylogyrum. En plus, les deux noms
quasiment identique et inversée, enfin, la confusion elle est constante et je vous avoue que j'ai mis très longtemps à ne plus la faire. Il y a des critères de diagnostic sur les deux espèces. En règle générale, pourquoi on insiste et on répète qu'il faut connaître la différence et que voilà, c'est parce qu'il y en a un qui pond des œufs et l'autre qui ne pond pas d'œufs. Au niveau du traitement, ça veut dire que celui qui pond des œufs, quand vous traitez, les œufs ne craignent pas le traitement. Et du coup, si vous traitez qu'une fois, derrière vous allez avoir les œufs qui vont éclore et on repart pour un tour. L'espèce qui est vivipare, elle, quand vous traitez, normalement vous tuez la femelle, vous tuez le cycle. Voilà. Dans le doute, comme peu de gens sont capables de reconnaître les deux, comme on peut avoir les deux en même temps, on conseille toujours de faire deux traitements, comme ça on est couvert, et même pour les gyrodactyles qui sont les vivipares, l'avantage c'est que s'il y a eu un petit échec de traitement le premier coup, bon, le deuxième coup on élimine quand même beaucoup les risques d'avoir des problèmes. Au niveau de la suite, là sur ce cas j'avais trouvé 2 ou 3 parasites, donc c'est pas ça qui mettait les poissons dans cet état-là. Ça il faut en avoir conscience aussi, c'est un peu comme les puces sur un chien, il y a une histoire de quantité. Si vous trouvez une puce sur un chien, c'est pas ça qui fait qu'il perd sa peau ou qu'il se gratte jusqu'au sang. Il va falloir chercher plus loin. Là, c'est un peu l'idée. Donc, après, chercher plus loin, pour ce cas-là, ça a été chercher au niveau digestif. Et du coup, on va partir avec de la médecine qui est moins de la médecine individuelle. On va partir sur des prélèvements de jeunes et de l'euthanasie et de l'autopsie. L'idée, c'est d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur des poissons. Donc, de faire une autopsie, on ouvre le poisson. Déjà, on regarde visuellement l'état des organes. Et on va pouvoir prélever de manière complète les différents organes à l'intérieur et regarder ce qui se passe. Donc, sur les poissons de ce lot-là, cette photo à gauche est intéressante parce qu'en fait, souvent les éleveurs ont des poissons qui sont retardataires, qui sont plus petits, plus moches, déformés. Et entre guillemets, c'est des très bons candidats pour tout ce qui est prélèvement et autopsie. Parce que souvent, c'est des poissons soit qui ont été plus touchés, donc c'est pour ça qu'ils sont retardataires, tordus, etc. Soit en tout cas qui ont plus de chances d'avoir récupéré les parasites et les choses qui traînent. C'est aussi une manière, entre guillemets, noble d'éliminer ces poissons-là qui n'ont aucun avenir. Un éleveur de discus, il ne peut rien faire dans un taillon comme ça, et le problème c'est que bon, dans son aquarium, il en a 200. Donc on a bien conscience que ces poissons n'arriveront pas sur les bacs de vente. Le fait qu'ils meurent pour pouvoir déterminer quel est le problème et soigner les autres, c'est quelque chose de plus noble que de les faire disparaître juste au tri. Et à l'intérieur du digestif, un petit peu après l'estomac, on a ça. Qui est un parasite peu commun chez le discus. Moi, je l'ai observé qu'une seule fois en digestif. C'est ce qu'on appelle des ciliés. Alors, on n'est plus dans les flagellés, on est dans les ciliés. C'est plus proche des points blancs, en fait, finalement, ce petit parasite-là. C'est un parasite unicellulaire avec des petits cils tout autour. La vidéo est beaucoup court. Mais voilà, le déplacement est typique. Il se déplace dans toutes les dimensions de manière lente et coordonnée, ce qui n'est pas le cas des flagellés qui ont tendance à se déplacer un peu comme des spermatozoïdes, n'importe comment. Voilà, donc au niveau type de parasite, cycle et compagnie, c'est quelque chose qui va plus ressembler au point blanc entre guillemets qu'au flagellé. Donc on n'est pas du tout sur le même diagnostic, même si je reviens un petit peu sur ce que je viens de dire, le traitement en fait est le même pour les flagellés et les ciliés. Ce qui va être différent, c'est la gestion d'élevage, et donc là, c'était important pour l'éleveur de savoir que ce n'était pas des histoires de flagellés, et après, on peut progresser sur le diagnostic et tout ça. Le traitement, c'est le métronidazole, c'est un traitement qui est classiquement donné, c'est juste que les éleveurs, souvent, ne savent pas du tout pourquoi ils le donnent. Ils le donnent comme vermifuge, et du coup, ils croient qu'ils traitent des vers, sauf que c'est un traitement qui traite des micro-organismes notamment. Notre troisième cas, un Eros Rothkeil, qui me permet rapidement de vous illustrer une autre problématique, un autre type de problématique qu'on peut avoir sur les poissons, c'est les problèmes bactériens. Et ça commence avec une contre-image, puisqu'on a un individu qui va commencer à développer des lésions qu'on qualifie très souvent sur les forums ou sur Facebook, voilà, de trous dans la tête. Donc, trou dans la tête, égale les habitats, égale flagellé. Pas forcément. Déjà, il faut définir quel soit le trou dans la tête. Et sur cet individu,
c'est mon métier, mes expériences, je vois directement que c'est pas des trous dans la tête. Là, on est face à des abcès intracrâniens avec le cul qui sort. Donc on n'est plus sur le même type de forme. Alors, ça, c'est parce que je connais l'issue. Hein. Peut-être qu'en premier lieu, j'aurais été moins sûr de moi. Mais voilà, on résume souvent les lésions au niveau de la tête par des trous dans la tête, et c'est pas aussi simple que ça. Au niveau de la prise en charge, donc, comme je suspectais un problème bactérien, j'ai confirmé avec un raclage de ce qu'il y avait de blanc qui dépassait, qui n'était pas composé de flagellés, d'hexamita, et qui était composé de ce qui ressemble à du pus. Et après, on part sur de l'analyse bactériologique. Les bactéries, on ne peut pas les voir en microscope. En tout cas, on ne peut pas les reconnaître, on ne peut pas travailler dessus. Un utilisateur lambda déjà ne les verra pas. Les bactéries, c'est beaucoup plus petit, vous n'êtes pas du tout sur la même échelle. Donc au microscope, on les devine, et c'est très difficile. Certaines ont des formes très particulières qui nous permettent, en tant que physiopathologiste confirmé, orienter dans certaines directions, mais la bactériose, ça se fait en bactériologie. Donc ça se fait en culture. Comme on n'est pas capable de les reconnaître, comme on n'est pas capable de les identifier, on va les cultiver, et à partir de ces cultures, on va pouvoir travailler dessus en laboratoire. Alors, moi, je fais une partie moi-même, parce que les laboratoires ne sont pas forcément compétents en tout ce qui est maladie des poissons, notamment en ornement, pour l'isolement, mais après, on va faire, peut-être vous connaissez les termes, antibiogramme, identification, on va pouvoir avoir un nom de bactérie, Aeromonas, Pseudomonas, Escherichia coli, voilà, et un antibiogramme qui constitue une carte d'identité un petit peu de la bactérie au niveau de sa sensibilité vis-à-vis des antibiotiques. On a différentes molécules antibiotiques, donc il y a un arsenal qu'on peut utiliser, mais malheureusement il y a beaucoup de résistances qui circulent. En aquariophilie, c'est peut-être le domaine où on n'en parle pas, parce qu'il faudrait déjà parler d'antibiotiques en aquariophilie, mais c'est connu en médecine humaine avec les bactéries multirésistantes. En fait, quand vous traitez avec un antibiotique, c'est un peu la roulette russe. Vous essayez un truc, et peut-être que par malchance, la bactérie est résistante. Et si elle est résistante, ça ne sert absolument à rien. Vous avez fait rien du tout. Parce que la bactérie ne craint pas cet antibiotique. Donc après, on a des traitements de première intention, ce qu'on appelle, donc qui sont en probabiliste. On espère que dans ce cas-là, on n'est pas une résistance. Mais si on veut être sûr de sauver l'animal, parce que, étant donné que chez les poissons, ça va vite, notamment, mais même chez un chien, quand vous traitez avec un antibiotique, il y a une efficacité de traitement qui est assez longue. Donc déjà, il faut souvent 2-3 jours pour voir que ça marche. Donc pendant 2-3 jours, que ce soit efficace ou non, vous n'en savez rien. Et puis ensuite, c'est difficile. Le poisson, on dirait qu'il va mieux, mais on n'est pas sûr. Et donc on perd du temps, et sur les poissons, souvent des phénomènes qui vont vite. Quand on se trompe d'antibiotiques, souvent ça conduit à la mort. Donc c'est quelque chose qui est conseillé de faire un petit peu bas. Bon, conseillé si on veut faire le mieux du mieux du mieux. Après, en pratique, il faut quand même commencer le traitement au plus vite, parce que ça peut aller très vite. Là, extérieurement, on a l'impression que c'est pas grand chose, mais en fait, il a des abcès dans le crâne et autour du cerveau. C'est pas anodin. Même si extérieurement ça paraît pas trop avancé, c'est extrêmement grave. À ce stade-là, en fait, c'est déjà très avancé. Donc bon, moi j'ai eu la possibilité et la facilité de faire un antibiogramme sur ce cas-là. Après, au niveau de la prise en charge, c'est du nettoyage d'abcès au niveau de ce que je pouvais voir, donc retirer un maximum de pus, désinfecter la plaie avec le pansement dont est équipé maintenant le cercle aquariophile pour soigner les plaies de ces poissons. Donc c'est un pansement qui va tenir, on voit le poisson en dessous, là c'est le pansement hydraté, qui va coller pendant plusieurs dizaines de minutes, voire 1 heure au niveau de la plaie, et qui contient de la bétadine et des facteurs de cicatrisation, donc il va aider un petit peu la plaie et la protéger des contaminations. La deuxième prise en charge, c'est antibiotiques, et dans ce cas-là, par injection. La problématique, en fait, c'est que quand c'est des abcès profonds, les bactéries sont profondément dans les os, et dans le corps du poisson, tout ce qui est traitement par bain est moins efficace que faire par injection. À peu près équivalent à l'injection orale, donc par la bouche, et donc pour les poissons par l'aliment, parce que c'est très difficile de faire avaler un cachet à un poisson. Mais aliment veut dire poisson qui mange, veut dire poisson pas stressé. Là, dans son cas, isolé dans un bac hôpital avec un trou dans la tête, et
c'est peu probable qu'on arrive à le faire manger, et encore moins qu'on arrive à lui faire manger la quantité nécessaire d'antibiotiques. Donc là, on est parti sur un traitement par injection. Malheureusement, parce qu'il n'y a pas que des bonnes histoires, le poisson est mort 15 jours après, avec un net mieux. Alors, j'ai pas eu de photo, mais j'ai eu un retour 5 jours après où le poisson, il n'y avait plus de trous, plus d'abcès, reprise alimentaire, tout allait bien. Et malheureusement, du coup, le propriétaire a arrêté le traitement. À peu près au moment où on a reçu les résultats d'antibiogramme qui étaient bons, c'est-à-dire que l'antibiotique qu'on avait utilisé était efficace contre la bactérie. Et puis il s'est passé à peu près une semaine, et puis bon, j'ai reçu, on m'a dit qu'il était mort, et puis j'ai pu l'autopsier. Donc après, au niveau de l'autopsie, je vous passe les détails un peu dégueulasses, mais le crâne était complètement truffé d'abcès, et on a ce qu'on voit couler là, c'est du pus. Donc c'était vraiment un cas catastrophique. Au niveau du débrief sur ce cas-là, j'ai refait un antibiogramme une fois qu'on m'a amené le cas-là. Et en fait, la première ligne, là, c'est des chiffres qui donnent les résultats d'antibiogramme. Donc en gros, pour vous illustrer, un antibiogramme, c'est un peu simple. Hein. On isole une bactérie, là, ce que vous voyez, les points beige, là, c'est une bactérie qui pousse sur une gélose. On va étaler les bactéries sur une boîte de pétri, sur une gélose, de manière homogène. Et ensuite, on met des pastilles qui sont des pastilles d'antibiotiques. Les ronds que je fais, enfin, qui ont été faits là, c'est des ronds qui permettent de délimiter la zone où il n'y a pas de bactéries. En gros, au cœur du rond, vous n'avez pas de bactéries, et autour, vous en avez. Et on calcule ce diamètre entre la pastille et le trait, c'est ce qui donne l'efficacité de l'antibiotique. Au plus les bactéries arrivent à pousser près de la pastille, au moins l'antibiotique est efficace. Et là, en fait, c'est un comparatif des deux antibiogrammes. L'antibiotique utilisé, c'est le ENR, là, c'est l'enrofloxacine. Et le premier prélèvement montrait une efficacité à 20, donc qui montre une efficacité, voilà. Et le deuxième prélèvement montrait une efficacité à 6. Donc ça, c'est un cas un peu dommage à souligner, c'est qu'on avait commencé un traitement en classe, mais on n'a pas traité assez longtemps. Donc du coup, on n'a pas éliminé toutes les bactéries, et malheureusement, les bactéries ont réussi à s'adapter à la présence de l'antibiotique, et il y a eu une résistance qui est apparue. C'est un exemple un petit peu qui illustre peut-être des choses dont vous entendez parler, résidus antibiotiques, antibiorésistance, pourquoi il faut prendre un antibiotique pour au moins une semaine et pas s'arrêter au bout de 2 jours. C'est un peu toutes ces idées-là, et là c'est un exemple concret qui l'illustre malheureusement pour ce poste. Alors qu'on avait le bon diagnostic et le bon traitement. Un cas on sort du cours, on est plus sur les axolotes. Alors, les axolotes, c'est des animaux que j'adore, et que j'adore médicalement, pas forcément aquariophilement parlant, mais on peut faire vraiment des trucs géniaux. Alors, pour plusieurs raisons. La première, c'est que les gens y sont très attachés, et du coup, il y a plus de facilité à les prendre en charge, comme on prend tous les autres NAC et animaux de compagnie. Ensuite, parce que c'est des cas toujours un peu extraordinaires. C'est des animaux qui ont tendance à être quand même très costauds et à mettre très longtemps à mourir, contrairement aux poissons, ce qui permet d'avoir le temps d'intervenir, ou de se tromper, ou d'améliorer, ou de corriger, et d'arriver à sauver pas mal d'animaux. J'ai fourché, mais c'est presque volontaire. Moi, les axolotes, depuis le début de ma carrière, entre guillemets, je les gère comme des poissons. Je vous dis ça parce qu'on n'a aucune donnée bibliographique sur la médecine des axolotes. Il y a de la bibliographie parce que c'est utilisé comme modèle expérimental, parce que c'est une espèce en voie de disparition, mais sur la médecine, la prise en charge d'un axolote de compagnie, il n'y a quasiment rien. À l'époque où j'avais fait la biblio, il y avait 3 articles et 2 qui ne servaient à rien, et un qui était un peu intéressant, mais qui traitait de ce qu'il traitait, donc c'était assez limité quand même. C'est très particulier, on n'a quasiment rien. Donc en fait, il faut faire un choix de comparatif. La plupart des vétérinaires qui les prennent en charge, qui n'est pas beaucoup, les prennent en charge comme des amphibiens, donc comme des grenouilles. Moi, depuis le début, je les ai pris en charge comme des poissons. D'abord parce qu'ils ont des maladies qui ressemblent à celles des poissons, ils sont sensibles à des parasites qu'on connaît chez les poissons, et ils ont aussi un métabolisme qui est très proche de celui des poissons. En termes urinaires, ils excrètent de l'ammoniac, ce qui n'est pas le cas des grenouilles. En termes de respiration, ils ont des branchies. Alors ils ont aussi des poumons, mais qui ne servent pas beaucoup. Mais ce qui sert beaucoup, c'est les branchies. Comme ils ont des branchies, ils peuvent absorber des molécules au travers de l'eau. Donc en fait, c'est comme les poissons. Donc moi, je les soigne comme des poissons.
avec proportion gardée, il y a quand même quelques différences anatomiques, mais le principe de base, je le gère comme des poissons, et jusqu'à maintenant, je ne me suis jamais remis en cause parce que ça fonctionne assez bien. Le cas que je vais vous présenter, il est assez impressionnant, et c'est un cas que j'ai géré pendant mon internat à Bordeaux. L'axolote qui arrive en consultation, il arrive comme ça, dans un état incroyable, c'est incroyable qu'ils soient encore vivants à l'arrivée à la clinique, rempli d'eau, c'était une bombe à eau, translucide, je vais vous montrer une autre photo encore plus parlante. On l'a miré pour les terrariophiles comme un œuf, et on avait ça. L'axolote, en fait, il est rempli de liquide translucide, hein, c'est transparent. Les deux morceaux, moi je sais qu'il y en a deux, mais la structure qu'on voit à gauche, c'est qui flotte au milieu du liquide, et les organes ils sont tellement loin que là on les voit. Donc urgence plus, mais par quoi commencer? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Bon. Pour l'aider, puis pour ça qu'il éclate, la première chose c'est qu'on a ponctionné, puis on a enlevé un maximum de liquide. Ça commence à dater, j'ai plus le chiffre en tête, mais on a enlevé plus d'un litre de liquide totalement translucide de l'eau branche. Et puis une fois qu'il était moins prêt à exploser, on a essayé de prendre une radio pour comprendre ce qui se passe. Donc grand intérêt de la radio comme outil diagnostique. Et là, donc, on a un axolote rempli de liquide avec deux structures en banane là, qui sont des poumons. Donc il y a un peu de gaz dans les poumons, c'est pour ça qu'ils apparaissent noirs sur la radio. Il y a un peu de gaz dans le digestif, ça doit être l'équivalent de l'estomac, l'espèce de bulle. Que se passe-t-il là-dessus? Et puis, on l'a stabilisé, on l'a calmé, sédaté, antidouleur, antibiotique, parce que parmi les causes voilà. Et puis, il a répondu d'urgence à 21h, donc on verra demain. Et demain, il flottait, donc ça veut dire qu'il avait la moitié du ventre hors de l'eau. Donc on a refait des radios, et là, ça n'a plus rien à voir. Qu'est-ce qui se passe là? C'est pas comme hier. Donc les poumons, ils se sont rétractés. Et puis il y a une grosse bulle de gaz et plein de bulles qui se promènent librement dans le ventre. Mais en fait, comme on a baissé la pression au niveau du ventre, lui, il avait très mal au ventre, donc il a gonflé ses poumons tant qu'il a pu, puis ils ont fini par péter. Donc du coup, il avait de l'air qui se promenait dans son ventre. Donc là, on est passé d'un problème d'eau à un problème d'air. Et donc au niveau prise en charge, d'abord j'ai essayé d'enlever l'air, ça c'est assez facile par ponction. Ensuite j'ai enlevé l'eau pour le dégonfler. Et puis la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a repris de l'air. Et puis du coup il a eu de l'air dans le ventre, il a recommencé à flotter. Donc, du coup, au bout d'un moment, en parallèle j'avais mis aussi du sel dans l'eau, c'est pour équilibrer, pour drainer cette eau, pour faire sortir l'eau. Des sels, parce qu'il faut mettre à ces stades-là, il faut mettre aussi du magnésium, du potassium, c'est assez compliqué. Et ça, c'est par exemple des prises en charge qui ressemblent à la c'était très compliqué à gérer, et ça empêchait les poumons de cicatriser, l'air repasser dans le ventre, et en retournant. Et bien ça a marché, puisque déjà, alors cette photo à droite, elle est assez parlante, c'est assez drôle, parce que c'est lors des changements d'eau. En fait, je le bloquais avec une boîte pour pouvoir baisser le niveau d'eau sans qu'il puisse prendre de l'air. Et puis ensuite, je remontais le niveau d'eau, et puis au bout de 3-4 jours, je crois, il a recommencé à manger, c'est la première prise alimentaire. Et j'ai eu des nouvelles 2 ans après, donc il y a maintenant 2 ans. Et il était en pleine forme, vivant, donc il a gagné. Une histoire assez incroyable. Parmi les premiers motifs dont tout le monde entend parler, un peu de prise en charge des poissons, il y a les problèmes des poissons rouges et des problèmes de vessie natatoire, les problèmes de poissons qui flottent, poissons qui coulent. Souvent qui flotte, parce qu'un poisson qui flotte, c'est vraiment impossible à pas voir, et c'est quelque chose qui est très difficile. Enfin, les propriétaires sont très choqués par l'idée d'avoir un poisson qui flotte. En plus, c'est quelque chose qui panique beaucoup les poissons, donc ils s'énervent. C'est toujours... c'est le premier motif d'appel d'un vétérinaire, parce que les gens sont en tel désespoir
qui passe toutes les barrières culturelles et habituelles de ne pas prendre en charge, de ne pas appeler le vétérinaire. Et donc, au sein du monde vétérinaire, on considère que c'est le truc le plus fréquent, que les poissons ils ont souvent ça. En fait, c'est plutôt rare, hein, mais comme on nous appelle que pour ça, ben, on a plus, c'est surreprésenté en fait. Alors, les poissons rouges sont au sein des problèmes surreprésentés, parce que, pour une raison simple, une anatomie particulière, mais surtout une anatomie très particulière, parce qu'ils ont été sélectionnés de manière complètement aberrante au niveau des formes, ce qui est assez unique dans le règne animal. La difformité de ces poissons dépasse ce que l'humain a réussi à faire sur n'importe quel autre animal, à tel point qu'ils sont complètement déformés en termes de taille, en termes d'os, de structure de vertèbres neurologiques. Et vous imaginez bien qu'un poisson comme ça, ben, il a la tête d'un poisson qui fait 3 fois la longueur du corps. Et là, tous ces organes doivent rester dans un volume qui correspond à un tiers de ce qu'il devrait y avoir dans un animal normal. Donc tous les organes sont comprimés, c'est les poissons qui ont beaucoup de problèmes digestifs, beaucoup de problèmes. Et l'organe qui est le plus facile à comprimer, c'est la vessie natatoire qui est dans l'air, et l'air ça se comprime. Donc ils ont beaucoup de problèmes liés au digestif et à la vessie natatoire. Parfois ils coulent comme ce poisson-là, là, c'est un autre stade, bon, au lieu d'avoir trop d'air, dans ce cas-là, ils ont plutôt plus du tout, voire rempli de liquide, et du coup ils coulent et ils flottent plus. Les deux poissons que vous avez en haut, là, c'est des poissons qui ont été présentés en même temps en consultation par la même propriétaire. Ouais, je vais faire... oui, je vais donc vous montrer ça. Ça, c'est les radios des deux poissons. Le même jour, la même consultation, les mêmes poissons dans le même aquarium. Deux poissons. Vous avez les radios, on en fait toujours deux pour avoir en 3 dimensions. Donc on fait une latérale et une dorsale-ventrale. Donc le poisson en haut et le poisson en bas, c'est les deux. Ben, en fait, ces deux poissons, ils avaient exactement la même présentation clinique. Ils n'avaient pas du tout le même problème. Vous en avez un, il a la vessie natatoire à peu près normale. Je dis à peu près parce qu'elle est normale pour ce poisson qui n'est pas normal. Mais elle est écrasée, mais elle a une forme à peu près normale. Et le gaz, il est dans les intestins. Les intestins, en fait, il était ballonné. Et il flottait à l'envers à cause du ballonnement. Et le deuxième, il a la vessie natatoire qui est hyper gonflée. Normalement, les poissons rouges ont 2 vessies natatoires. La deuxième, on ne sait pas où elle est. Et la première, elle est hyper gonflée. Donc c'est pour vous illustrer un petit peu que faire un diagnostic uniquement visuellement, c'est impossible. Là, le même jour, dans le même aquarium, les mêmes poissons, ils ne sont pas du tout atteints par le même problème. Alors il y a un lien, hein, c'est en fait ces deux phases différentes du même problème. On va d'abord le poisson d'en haut est dans le premier stade, et quand le problème va continuer, s'il survit au ballonnement, il va arriver au deuxième stade. Mais en tout cas, au niveau prise en charge, ça n'a rien à voir. Vous ne gérez pas du tout la même manière des ballonnements qu'un problème de vessie natatoire surgonflé. Ça c'est, oui, j'ai fait une inversion de diapo, je suis désolé. Pour le poisson qui coule, là, ah oui, non, c'était pour vous illustrer, pardon, la radio, comment on prend une radio de poisson. Donc le plus simple, c'est de le maintenir hors de l'eau. On fait un cliché de côté, un cliché dorsoventral. Alors c'est simple entre guillemets, parce que selon les poissons, un scalaire, une dorsoventral, c'est compliqué. Hein. Donc voilà, il y a des choses à faire, des choses à savoir. La plupart des poissons de compagnie, on arrive à les prendre en radio sans les endormir, ils ont l'habitude d'être manipulés. Avec de la patience et de l'habitude, on y arrive. Encore une fois, comme les prélèvements, sous sédation, c'est quand même beaucoup plus sûr, beaucoup plus facile quand on n'a pas l'habitude. Et souvent, c'est ce qui bloque pour faire les radios auprès de vétérinaires qui ne sont pas habitués. Parce que faire une radio, n'importe quel vétérinaire peut vous la faire, hein, c'est une photo, hein, c'est un appareil photo, clic et c'est fait. Après, la lire, c'est autre chose, mais la lire, comme c'est une photo, on peut l'envoyer à n'importe qui pour qu'il la lise. Donc l'autre cas, c'est le poisson qui coule. Là, on va passer à l'échographie. Et là, c'est inversé au niveau couleur. À l'échographie, quand c'est noir, c'est qu'il y a de l'eau, qu'il y a du liquide. Et donc, au niveau de l'aire de projection de la vessie natatoire, vous avez du liquide. C'est pas normal, c'est censé être un sac de gaz. Et là, vous avez que du liquide. À l'échographie, les gaz, on ne les voit pas. L'air passe, le son, c'est l'écho, passe pas à travers les gaz. Donc, en gros, c'est un très bon candidat pour faire une échographie, un poisson qui n'a plus de vessie natatoire, parce que du coup, on voit tout. On voit tout, notamment sa vessie qui est remplie de liquide.
Au niveau prise en charge, donc c'est très fréquent, on parle beaucoup de ça, mais au final, combien on en sauve des poissons atteints de problèmes de vessie natatoire? Ben, pas grand-chose. On parle beaucoup, d'où mon petit jeu de mots, des petits pois que je vais donner. Bon. Après, on a pas mal de vidéos YouTube ou de cas extraordinaires publiés sur les réseaux sociaux de poissons auxquels on fixe des flotteurs. C'est très bien pendant 5 jours, pendant une semaine, mais à long terme, ça ne marche pas du tout. Le problème, déjà, c'est la fixation. Là, ce poisson-là, dans 5-6 jours, il va avoir des nécroses au niveau de la peau, là où les tuyaux font contact. La peau des poissons n'est pas du tout faite pour qu'il y ait des frottements comme ça. Ça va s'infecter, ça va faire des mycoses et les poissons meurent de plaies et de brûlures. Bon, toutes ces choses-là, c'est joli pour rigoler, mais sur le long terme, ça ne marche pas. Après, il y a la technique à l'ancienne, hein, c'est de ponctionner, alors, soit pour enlever du gaz pour notre premier cas, soit pour enlever du liquide pour notre second cas. Les cas de ponction, c'est magique, hein, on vous amène les poissons en consultation, ben, ils repart, il est guéri. Sauf que non, il n'est pas guéri, vous avez créé une brèche de plus, vous avez abîmé un organe qui ne fonctionnait déjà pas, vous avez piqué un ballon de baudruche pour essayer de le dégonfler, ou pour essayer, dans votre salle à manger, dégonfler un ballon de baudruche avec une seringue et une aiguille, c'est très compliqué. Imaginez en plus, à travers la peau d'un poisson, avec des écailles par-dessus, d'essayer de dégonfler le ballon sans le faire éclater et en prenant la quantité d'air qu'il faut, sans abîmer le ballon, c'est impossible. Donc on crée des lésions. En règle générale, on a très peu de publications scientifiques sur ces cas-là, mais en général, c'est des poissons qu'on arrive au mieux à stabiliser. Pour vous donner une idée, celui qui est à droite, là, je l'ai ponctionné pour prendre du pus. Ça m'a permis de faire une analyse bactériologique, il est mort 12 heures après, alors je l'avais mis sous antibiotiques. En fait, ça a percé la vessie qui était déjà très abîmée, et le pus libéré dans les organes, il est mort. Le truc, c'est que c'était un cas d'une épidémie, il y en avait 10 de poissons qui avaient été atteints de plusieurs stades de ces problèmes-là. Ça m'a permis de faire un antibiogramme, d'identifier la bactérie, de traiter tout le monde et d'en sauver la moitié. Mais la ponction, c'est vraiment pas la prise en charge idéale, malheureusement, il n'y en a pas beaucoup d'autres. Je vais vous présenter un cas pour vous illustrer, moi, comment je prends en charge ces problèmes-là, de manière assez drastique. Avec ce cas-là, motif de consultation, urgence absolue, un poisson de bassin. Le pauvre, il flotte, donc c'est la panique. Il essaie de descendre, il s'épuise, il essaie de descendre et il n'y arrive pas. Dès qu'il se repose, voilà, il finit comme ça. Donc prise en charge, la première c'est de faire une radio. Je vais aller vite parce que j'ai déjà passé beaucoup de temps. La radio elle est très compliquée à interpréter, je me suis cassé la tête une nuit entière pour essayer de comprendre. Enfin, j'y ai réfléchi beaucoup. Et puis bon, de toute façon, comme je vous l'ai expliqué un peu avant, les prises en charge, on n'en a pas 36 qui sont efficaces et la dame tenait absolument à sauver le poisson et donc je lui ai proposé de faire une chirurgie pour aller voir ce qui se passe. Confirmer ce que j'avais imaginé à la radio et voir intervenir. Intervention, c'est le retrait complet de la vessie natatoire que vous avez là-bas à droite. Enfin, des vessies natatoires, parce qu'il y en a deux. Là, il y en a une qui est complètement écrabouillée avec ce qu'on appelle des granulomes, hein, c'est des structures inflammatoires. Pour la faire rapide, ce poisson, je pense avoir élucidé ce qui s'est passé, c'est assez extraordinaire. Le petit truc noir que vous voyez en bas de la compresse, là, sur la photo, j'ai regardé au microscope, c'est une sorte de, c'est une écharpe, enfin c'est une structure, on dirait un peu du bois, alors je ne peux pas l'identifier spécifiquement, mais ça ressemblait à du bois. Et c'était logé entre l'intestin, la vessie natatoire et le rein. En fait, c'est, je pense, une écharpe qui a perforé l'intestin, qui est allée se loger dans la vessie natatoire, qui a percé la vessie natatoire. Le gaz, il s'est logé autour de la vessie natatoire, et donc la vessie natatoire était percée. Ça fait une réaction inflammatoire parce qu'il y a du jus digestif qui est passé avec l'écharpe et ça fait une sorte, c'était pas un abcès, c'est ce qu'on appelle un granulome. Bref, un cas comme ça, il n'y a aucune chance de le sauver avec aucun traitement ou aucune ponction ou ce que vous voulez. Le seul moyen c'est d'opérer et de retirer la vessie natatoire. Et la question qui va venir après, c'est comment il fait ce pauvre poisson sans vessie natatoire. On verra si on a le temps pour les questions, mais je vous mets juste une vidéo illustration. Ça c'est 4 mois après la chirurgie, dans le bassin avec son copain, parce qu'ils étaient que deux poissons. C'est le poisson que j'ai opéré, hein. Je vous promets, c'est celui-là, il n'y a plus de vessie natatoire. Donc là il est en train de manger, c'est pas qu'il respire fort, c'est qu'il est en train de mâcher ses granulés. Dans le bassin, une vidéo que m'a envoyée la dame pour me donner des nouvelles.
Un petit peu d'aquariophilie d'eau douce spécialisée avec un site web qui s'appelle Gymnogophagus meridionalis therapeutica, ce groupe-là. Un cas d'un aquariophile, alors c'est plus une aide entre guillemets amicale, de poissons qui ont été sortis d'un bassin avec tous des gonflements au niveau de l'anus. Alors ça allait de gonflements comme celui-là à carrément des masses. Donc la prise en charge première, ça a été d'endormir les poissons pour pouvoir les examiner correctement. Là, c'est des poissons qui sont endormis, ils ne sont pas morts, ils sont endormis. Et en fait, en gentiment appuyant au niveau du ventre, on peut réverser, c'est un prolapsus que je fais. Et en effectuant ce prolapsus, donc le côlon qui se retourne comme une chaussette, on voit apparaître des petits traits rouges, on dirait des vaisseaux sanguins, on dirait des veines, mais non, c'est des vers qui sont remplis de sang, en l'occurrence, la couleur est bonne, mais la nature, c'est des vers, qui s'appelle le Camerus, peut-être quelqu'un vous en avez déjà vu. C'est un ver qui se situe au niveau du côlon, et qui a tendance à sortir le bout de sa tête, une extrémité, pour aller à gigoter. Souvent, c'est pour ça qu'on le connaît, parce que c'est visuel, on peut les observer, un peu qui sont rouges, un peu qui sortent. Alors ils restent accrochés au côlon, c'est pour ça qu'ils se mettent vraiment proche de la sortie, entre guillemets, avec leur bouche, et ils sortent leur arrière. Et c'est un parasite qui est très particulier, qui est très intéressant sur le plan parasitologie, parce que c'est un vivipare, donc il ne faut pas d'œufs. Et on voit là sur la photo en haut à droite, c'est des larves, du coup, c'est des bébés, mais il n'y a pas d'œufs, que j'ai libérés en écrasant une femelle. Donc c'est des milliers de petits. Vous verrez mieux sur cette vidéo qui est assez parlante. Donc ça, c'est le parasite au microscope avant de l'avoir écrabouillé. On voit une espèce de poche, avec des vers qui gigotent, et puis quand on l'écrabouille, là j'ai coupé le parasite en deux, il y a plein de vers qui sortent et qui gigotent dans tous les sens. Et ces petits vers, ils vont se répandre dans l'aquarium et essayer de trouver au plus vite un autre anus de poisson pour aller le réinfester. Traitement, bon, déformation professionnelle, moi je n'aime pas traiter uniquement avec un médicament, j'aime bien opérer aussi. Donc il y en avait un qui était vraiment très touché par une masse énorme au niveau de l'anus, qui est une sorte de kyste inflammatoire, et que j'ai retiré par chirurgie. C'est toujours un peu délicat d'aller faire des chirurgies à ce niveau-là, parce que c'est tout petit, il y a plusieurs trous urinaires, les gonades pondent des œufs, et puis le digestif, l'anus. Donc voilà, mais sur ce poisson-là, c'était parce qu'il y avait vraiment une masse qui était tellement grosse que j'avais peur qu'elle bouge tous ces trous, justement. Donc du coup, je l'ai retiré. C'est un petit parallèle pour rigoler, mais pour vous montrer que même sur un poisson a priori sans valeur particulière, on peut faire quand même des interventions chirurgicales qui peuvent aider, parce que ce poisson il est toujours vivant, il va très bien, et qui fera un futur géniteur pour l'année prochaine. L'avant-dernier cas, on passe à de l'eau de mer. Alors ça, c'est un cas que j'ai vu dans un centre de recherche qui travaillait sur les cornes. Je ne sais pas si vous connaissez cette espèce, qui est proche du maigre. C'est un poisson qui vit dans des cavernes, enfin dans des cavernes, qui vit la nuit et dans des grottes, et qui vit plutôt à l'obscurité. Pendant une manip d'échographie pour du sexage, il y avait un individu on ne voit pas très bien sur cette photo, mais j'ai pas mieux, les éclairages étaient spéciaux, qui avait les yeux blanchâtres, blancs, donc le motif des gens avec qui je travaillais, c'était on en a un qui a de cataracte, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Déjà on pêche, on le sédate, dans une poubelle, et puis une fois qu'il dort, on peut le manipuler proprement et examiner ses yeux. Et ses yeux, à lui, il y avait ça. Des petites bulles partout, qui n'étaient pas faciles à voir parce qu'au début elles étaient derrière le cristal, donc on ne les voyait pas tout de suite. L'œil était gonflé, blanchâtre, et puis en manipulant le poisson, les bulles elles repassent devant, donc on arrive à les voir. C'est ce qu'on appelle la gas bubble disease. C'est un peu un fourre-tout, mais c'est des bulles qui se retrouvent dans l'organisme. Alors des bulles, il en a peut-être partout. Le truc c'est qu'on voit qu'à travers un œil, parce qu'il n'y a que l'œil qui est transparent. Donc au niveau des yeux, on peut les voir ces bulles-là. C'est quelque chose qui est assez fréquent en structure de type aquarium public, dans les structures où les filtrations sont très dimensionnées. Là, c'est le cas dans ce centre de recherche, avec des pompes très puissantes, des gros débits, des taux d'oxygène injectés. Enfin, en gros, on joue avec le gaz.
et donc en aquarium public aussi c'est très fréquent. Le gaz, une fois qu'il est là, on a l'impression que c'est pas très grave, mais en fait c'est grave parce que ça fait très mal aux poissons, c'est très douloureux d'avoir des bulles au niveau de l'œil, et le résultat c'est que ça fait des grosses réactions inflammatoires. Donc c'est des yeux qui en général gonflent, des poissons qui ne voient plus rien, qui ont très mal, qui ont tendance à en plus se gratter sur les décors pour essayer de trouver une solution et d'en plus abîmer l'œil à l'extérieur, alors que le problème à la base est à l'intérieur. Derrière on peut avoir, s'il se gratte et qu'il se blesse l'œil, une infection, et puis après tout ce qui est conséquences de la réaction inflammatoire, comme quand vous avez une inflammation au genou ou n'importe où, ça crée des conséquences. Et au niveau des yeux, qui sont des organes très, très spéciaux et très fragiles, ça crée des choses comme des cataractes, des réductions de la pupille, des pertes d'yeux, enfin, voilà, c'est assez compliqué. Alors le truc c'est que en médecine individuelle, ça se prend en charge d'une manière assez simple, hein, c'est qu'il faut aller ponctionner le gaz. Le gaz, une fois qu'il y est, en tout cas à ce stade-là, il ne sortira pas tout seul, il ne peut pas partir. L'œil n'est pas bien vascularisé et il n'est pas du tout fait pour réabsorber du gaz quand le gaz est au niveau de la cornée. Il n'y a pas de veine à ce niveau-là. Donc le gaz arrive par l'arrière, mais il ne peut pas repartir. Je schématise un peu, mais c'est un peu l'idée. Donc s'il ne peut pas repartir, soit on l'aide, soit ça finit mal. Donc ça c'est une intervention que c'est le même poisson, hein, donc avec une ponction, il faut des aiguilles très fines, il faut être très précis, il faut que le poisson ne bouge pas d'un quart de millimètre, hein, donc il faut une anesthésie très précise, mais on peut retirer le gaz et, de manière tout à fait efficace. Si on ne le fait pas, voici quelques exemples que j'ai pu prendre en photo de réactions d'yeux. Alors je ne vous dis pas que tous ces problèmes sont liés à un problème de gaz, hein. Il y a différentes possibilités de réaction en chaîne, mais globalement dans un contexte commun, on peut envisager qu'il y a un lien commun et que le point de départ soit des problèmes de gaz global disease. C'est des yeux qu'on voit assez fréquemment en aquarium public, hein, finalement, des problèmes qu'on peut voir assez fréquemment. Mais c'est, voilà, quand on laisse la réaction inflammatoire travailler, on a... Alors l'ophtalmologie c'est très particulier, c'est une langue à part. Il y a plein de termes que je pense que la plupart d'entre vous ne comprendront pas. Donc je vais décrire de manière assez simple, mais on peut avoir des réductions de la pupille, hein. On dirait ça fait des yeux de reptiles, de chats. Ça en haut c'est une cataracte, donc c'est le cristallin qui blanchit. Là vous avez une exophthalmie, l'œil qui est très gros, et c'est vraiment l'œil qui est gonflé, il n'est pas poussé à l'extérieur, il est vraiment très gonflé. Voilà, donc c'est ce genre de choses qu'on veut absolument éviter parce qu'après c'est très compliqué à gérer. Surtout dans un élevage où on ne peut pas avoir une main sur le poisson, sur ce genre de poissons qui sont très timides, très compliqués à maintenir. En général, ça finit par des poissons qui s'arrachent les yeux sur le décor ou qui se font attaquer par les autres si on ne les isole pas. Voilà. Et ça, c'est la photo du même poisson, je crois que j'ai été retourné 3 ou 4 mois après, je ne sais plus. Mais voilà, c'est le même poisson, ou peut-être dans l'année d'après. Oui, c'était la saison de repos d'après. Voilà, mais c'est le même géniteur, il était pucé, c'est précieux. Voilà, donc complètement guéri et une belle histoire. Et pour finir, un petit cas qui est un gros cas pour le coup et qui est souvent assez parlant parce que c'est des cas assez extraordinaires en termes médicaux. C'est la prise en charge des tumeurs. Alors là, c'est un cas de tumeur interne. Le premier point sur lequel je me sers de cet exemple pour vous illustrer, c'est un peu l'intérêt de l'échographie. Bon, là, l'exemple est vraiment très parlant, le poisson est énorme. Mais en gros, c'est assez fréquent qu'on ait des poissons avec un gros ventre. Mais à l'examen clinique, à part gros ventre, alors après, avec l'habitude, on peut cibler, hein, est-ce que les écailles sont soulevées, est-ce que c'est gros, est-ce que c'est gros pas trop, est-ce que c'est gros à gauche, est-ce que c'est gros à droite, est-ce que ça bouge, est-ce que c'est mou. Bon, mais globalement, le meilleur moyen de savoir ce qui se passe, hein, c'est d'aller utiliser un outil qui s'appelle l'échographie et qui nous donne des images sur pourquoi c'est gros. Donc c'est un des motifs d'appel du vétérinaire principal
pour les cognes, parce que c'est quelque chose qui ne se traite, quelle que soit la cause, qui ne va pas se traiter avec un produit magique vendu en animalerie. Donc du coup, on fait appel au vétérinaire. Après, voilà, revente, ça peut être plein de choses. Il y a plein de cas différents. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler de ce cas, et qui est un cas de tumeur gonadique. Donc, gonade, les ovaires, entre guillemets, mais ça peut aussi être des mâles. Hein. Donc, c'est pas forcément un problème de femelle. On fait souvent le parallèle avec les reptiles, c'est pas une rétention d'œufs. Là c'est vraiment un problème de gonade, mâle ou femelle, c'est l'organe qui fait une tumeur et qui se développe comme il faut. Donc ça, je ne peux pas le dire avant, même si je le suspecte grandement. À l'échographie, je peux l'attester de manière certaine, en tout cas au niveau de sa nature, comment c'est constitué et quel organe ça touche. À partir de là, la seule manière de sauver le poisson, c'est d'aller en chirurgie, d'aller opérer et essayer d'enlever la tumeur. Il n'y a pas d'autre chose à envisager. Donc la décision de partir en chirurgie, elle dépend du portefeuille du propriétaire, de sa décision et de son envie de sauver l'animal. Et après aussi d'aspects techniques, tels que la gravité de l'avancée du cas. Là, c'est un cas très avancé, mais où le poisson est encore bien portant. Il est encore bien musculairement bien portant. Voilà, il y a des cas où on intervient, c'est beaucoup trop tard. Le poisson est déjà fondu, maigri, les organes ne fonctionnent plus depuis plusieurs mois. Et là, espérer enlever la tumeur et faire repartir le poisson, cicatriser la chirurgie et se remettre dans notre tumeur, c'est plus difficile. Ce cas-là était assez incroyable en termes de développement tumoral, mais entre guillemets pris en charge assez vite parce que le poisson n'avait pas eu le temps d'être trop abîmé autrement que par sa tumeur. L'intérêt aussi, c'est de localiser la tumeur, parce que vous pouvez avoir une tumeur des reins, vous pouvez avoir une tumeur péricardiaque, proche du cœur, vous pouvez avoir une tumeur qui prend le digestif, donc l'intestin. L'intérêt aussi de l'échographie, et là ça demande des compétences plus pointues, mais c'est de localiser et d'être, pas sûr, mais de préciser le développement de la tumeur, parce que si la tumeur elle prend les reins, ça sert à rien, on ne peut pas enlever les reins, on peut partir en chirurgie, ça mène à rien. Donc c'est aussi l'intérêt du diagnostic dans son ensemble. Quelques photos de l'intervention, de la préparation de l'intervention. Donc ça c'est un cas qui m'a marqué parce que c'est ma première chirurgie dit comme ça, le propriétaire. C'est pas le propriétaire que j'ai opéré, mais ça veut dire que le poisson appartenait à quelqu'un de colis. Voilà, en gros, ça veut dire que j'ai pas fait ça juste pour sauver le poisson, j'ai fait ça dans le cadre de mon travail pour sauver le poisson de quelqu'un, avec même une rétribution financière à la clé. Donc le poisson à la pesée, il faisait 7,5 kg. Pour vous donner une idée. L'installation à la chirurgie, ça c'est souvent quelque chose qu'on me demande, vous opérez sous l'eau? Non, on n'opère pas sous l'eau, mais il y a un système, en fait ça ressemble beaucoup à un système de gazeuse, d'anesthésie gazeuse pour les humains ou les chiens. Sauf que les poissons ils ne respirent pas du gaz, ils respirent de l'eau, donc nous on se sert de l'eau. C'est à peu près le même principe. L'oxygène arrive par l'eau, l'anesthésion arrive par l'eau, et l'humidité arrive par l'eau, parce que l'autre problème aussi c'est qu'il ne faut pas que le poisson sèche. Donc du coup c'est un peu l'idée. Alors c'est un peu du bricolage, hein. Je n'ai pas un matériel hyper sophistiqué, ça ressemble à ce qu'on peut trouver en aquariophilie. Voilà, il faut positionner le poisson. Et là, sur ce genre d'intervention, vous imaginez bien que la maîtrise de l'anesthésie est hyper critique. En fait, la chirurgie, c'est assez classique, c'est-à-dire si on est capable d'opérer un serpent, un gecko, un oiseau, on est capable d'opérer un poisson, il n'y a rien de techniquement extraordinaire. Mais c'est vraiment la maîtrise de l'anesthésie qui conditionne la possibilité de faire une chirurgie. Là, le poisson, il ne faut pas qu'il meure d'une surdose anesthésique, mais s'il bouge, une fois le ventre ouvert, c'est une catastrophe absolue. Donc on est toujours à la limite entre la mort et l'anesthésie. C'est vraiment c'est la difficulté vraiment d'une telle chirurgie. Après, d'autres aspects techniques dont je vous passerai les détails, parce que là, on avait une tumeur de cette taille-là, donc la tumeur, vous l'avez en bas à droite, la partie tissulaire, donc la partie solide de la tumeur, je crois qu'elle j'ai chiffre en tête. En gros, le poisson, une fois pesé après la chirurgie, faisait 3 kg.
Donc le tout de la... 4 kg, ça craint. Le tout de la tumeur faisait 3 kg, et je crois que c'était moitié liquide, moitié solide. Donc il y a 1,5 kg de tissu et 1,5 litre de liquide dans la tumeur, qui donnait ce résultat-là. Et ben, le premier cas et le premier succès, parce que ça c'est le poisson pris en photo. Alors là c'est 48 heures après l'opération. Vous vous rendez compte un petit peu en fait, une fois qu'on enlève la tumeur, il n'y a quasiment plus rien. Le ventre se rétracte, les muscles se recontractent. Et là, le poisson, on a l'impression qu'il est normal. Hein. Vous enlevez Photoshop, vous enlevez la cicatrice et c'est bon, vous tout mettre dans un coche chaud, ça part. Voilà, c'est une belle histoire. Et j'ai eu des nouvelles, pas cette année encore, mais en général, j'ai des nouvelles au printemps des propriétaires qui me tiennent au courant. Et donc, on est à plus de 2 ans et demi de la chirurgie. Moi j'ai des nouvelles de cet été, donc voilà. Et je vous remercie pour votre attention. On a un petit peu de temps pour les questions, donc c'est avec plaisir, n'hésitez pas. Je sais pas si vous voulez faire passer le micro ou... Là, tu nous montres des cas où disons qu'il y a peu de documentation finalement au niveau de la médecine du poisson. Est-ce qu'à chaque fois tu documentes tout ce que tu fais, ce qui en ressort? Est-ce que finalement de ton travail on ressort voilà, de la bibliographie et en parallèle de cette question, est-ce que tu t'arrives de traiter des cas juste pour les traiter, c'est-à-dire tu sais pertinemment que le résultat ne sera pas forcément au rendez-vous et tu l'utilises pour des cas cliniques et à améliorer la documentation. Alors, je n'ai pas exactement compris la deuxième partie de la question, mais je vais commencer dans la première, on va voir si ça suffit. Alors, les publications scientifiques, reconnues scientifiquement, c'est très compliqué à faire, enfin, très compliqué pour moi, là, je parle en million, je ne sais pas exactement comment on fait. Je pense le faire, hein, j'ai quelques cas que je vous ai présentés qui sont très probablement des premières mondiales, donc c'est très intéressant de les documenter. Après, documenter dans la littérature scientifique, c'est très codifié, c'est très compliqué, il faut un réseau, des contacts, du temps. Là, à l'heure actuelle, le temps que j'ai, je le dédie à réussir ça. Et après, je dirais peut-être à le faire connaître, en tout cas, parce que des après-midi et des jours entiers à essayer de traduire mes pensées en anglais. Et surtout en langage scientifique, c'est pas forcément évident. Puis après, d'aller trouver des gens qui veulent bien me publier ça, sachant que c'est un système qui se mord un peu la queue. Pour pouvoir publier, il faut être reconnu. Pour pouvoir être reconnu, il faut publier. Il faut mettre le doigt dans l'engrenage, mais là, actuellement, je commence juste, entre guillemets. Après, peut-être que je réponds à la deuxième partie, mais dans les cas que je prends en charge, j'ai commencé par ma thèse, je n'étais pas encore vétérinaire. Les cas que j'ai pris en charge, en général, c'est les poissons du club aqua, que je vais sauver. Des poissons de contact de gens du club aqua qui m'ont donné entre guillemets des cobayes pour m'entraîner et essayer de sauver. Ça m'arrive de continuer à le faire, ça m'est arrivé dans des cas où par exemple chez un éleveur, une carte qui aurait une tumeur comme ça, l'éleveur il ne va pas la faire opérer, ça n'a aucun sens pour lui. Par contre moi ça peut m'intéresser parce que peut-être que je sauve l'animal, mais surtout je progresse, je prends des données et je peux être plus efficace et plus... Donc ça, j'essaie de le faire. J'essaie de le faire au maximum. Alors il y a des limites financières parce que ça a un coût, hein, ces interventions, même si je ne le facture pas, moi ça me coûte. Donc il y a ce côté-là. Bon, avec de la bricole, on s'en sort quand même. Après, c'est pas forcément facile. Des fois, les professionnels sont assez fermés parce que justement, il y a une espèce de culpabilité. Dire à la personne, bon, bah, je vous la récupère et puis moi je la sauve, c'est un petit peu lui dire, parce que vous n'avez pas de cœur. Enfin, il y a tout un contexte qui n'est pas facile, donc des cobayes à opérer, j'en ai pas tout le temps, mais sur le nombre de chirurgies auxquelles j'arrive,
à l'heure actuelle, pour vous donner une idée, la moitié, c'est des chirurgies que j'ai fait moi pour sauver l'animal, pour avancer, mais il n'y a pas de facturation à la propriétaire. Ça, c'était dans ma partie de développement. Après, de plus en plus, j'espère pouvoir le faire en tant que travail, pour aider les gens, mais en même temps, chaque cas m'apprend beaucoup de choses. Pour la partie développement de recherche médicale, là où je le fais beaucoup, c'est pour les autopsies. Parce que les chirurgies, après, c'est compliqué parce que c'est pas que opérer s'il n'y a pas de propriétaire. Derrière, il faut suivre tout le post-opératoire. Si vous opérez, vous laissez l'animal mourir. Si moi je suis en intervention la semaine d'après, je ne peux pas m'occuper du poisson. Il y a aussi tout ce côté-là qui joue. Et puis, des fois, quand c'est des cas désespérés, c'est difficile de prendre la décision de s'acharner. Voilà, il y a des contextes assez compliqués. Par contre, c'est quelque chose que je pense que font la plupart des vétérinaires, puisque même si c'est pas en poisson, on est toujours à la limite des connaissances scientifiques. Je le fais beaucoup pour les autopsies. J'essaie au maximum d'autopsier tous les cas que j'ai et d'avoir un maximum de données, même si le propriétaire ne veut pas payer, même si c'était pas une demande, même si ça sert à rien pour la suite. Ça, c'est quelque chose qu'on essaye de faire quand il y a un propriétaire avec l'accord du propriétaire, ou voilà, sur des poissons d'élevage. Ça, c'est des choses qui nous permettent de progresser, ce qui permet de l'appliquer après pour pouvoir être efficace sur d'autres cas. Oui. Dans le cas de bactérivirus ou Girobacillus, quel traitement, premièrement? Et deuxièmement, est-ce que les branchies qui ont été touchées repoussent ou est-ce que le poisson vit avec ses branchies alisées? Chirurgie sur, je n'ai pas entendu le début. Quand une infestation par les branchies. Quel type de traitement? Et un traitement efficace, est-ce que les branchies repoussent? Les branchies repoussent. Jusqu'à un certain stade, mais qui n'a pas de lien avec les gyrodactyles. Les gyrodactyles n'arrivent pas à détruire toute la lamelle branchiale. Donc oui, les branchies repoussent. Le traitement de base reconnu, c'est le praziquantel. Après, plus que la molécule, la difficulté, et il y aurait de quoi en parler pendant des heures, c'est la mise en place du traitement. Est-ce qu'on va traiter en voie orale? Est-ce qu'on va traiter dans un bac hôpital? Est-ce qu'on va traiter dans un bac avec filtration, sans filtration, changement d'eau, pas changement d'eau? Et là, c'est très compliqué, et c'est l'éternel problème de la choriophyllie, c'est qu'on veut toujours des choses simples. Et malheureusement, la choriophyllie, c'est très compliqué. Du coup, la molécule, c'est le praziquantel. Après, la manière de traiter, elle dépend vraiment du contexte. Mais les branchies repoussent, les poissons guérissent. Et globalement, c'est un parasite qui se prend bien en charge quand on sait ce que c'est. J'ai peu de cas où les poissons meurent quand même, si je peux le dire. Voilà. Mais, vous avez des produits disponibles dans le commerce, où il y a encore des praziquantel. Mais voilà, la question clé, c'est comment on va utiliser ces produits. Est-ce qu'on le laisse dans l'aquarium? Et là, les cas de figure, il y en a trop pour répondre dans tous les cas.